Bonjour à vous qui nous écoutez, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, je suis accompagné d'une grande dame qui est venue pour nous parler de son livre La prophétie de l'espoir. Formatrice et enseignante du chamanisme contemporain, psychothérapeute et médiatrice en entreprise, cette dame, c'est Ghislaine Duboc. Vous allez vous en rendre compte en écoutant cet épisode, mais je vous le dis tout de suite, ce livre est à l'image de son autrice, pleine de sagesse. Alors Ghislaine, comment vas-tu? Je vais bien, mais c'est difficile d'écouter cette présentation, hein? Ouais, écoute. Euh, Ghislaine, j'aimerais pour commencer que tu te présentes aux auditeurs, si tu le veux bien. Eh bien, je suis, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est difficile de dire je suis une personne qui est à la dernière partie de sa vie, hein, donc il y a plus de temps, qui ont été vécus que de temps à vivre et qui se retrouve, avec des expériences qui permettent d'avoir, un regard sur, sa propre histoire, hein, ses propres initiations que la vie propose, un regard, je crois amoureux de la vie, malgré les blessures qu'elle impose. Voilà, c'est ça que je suis. Écoute, c'est très beau en tout cas. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on va parler de ton livre La prophétie de l'espoir, qui est paru chez Vega Éditions. Donc, un livre plein d'amour, d'épreuves, mais surtout plein d'espoir, quoi. Moi, quand je l'ai lu, oui, mais c'est incroyable le parcours par lequel tu es passé, Mmh. là où tu en es arrivé et toujours là, quoi. C'est impressionnant. Euh, donc, si on commençait par le début, un message à faire passer, une rencontre avec Anna, cette jeune femme qui souhaitait te rencontrer. Est-ce Oui. que tu peux nous parler un petit peu d'elle? Oh, Anna, en fait, elle est venue, des éditeurs. Parce que, j'avais fait le voyage, mais le voyage était en forme de transe et une transe, ça dure, on ne sait pas combien de temps. On n'a pas les mots tout souvent pour la traduire et ce que l'on reçoit est tellement sensoriel que l'exprimer est très compliqué. Or moi, comme dans mes vidéos, j'aime faire des choses simples et je disais à mon éditeur: «Bah, je vais pas y arriver parce que tout ce que j'écris, ça marche pas». Il me dit: «Mais tu as l'habitude de parler à quelqu'un. Alors pourquoi tu écris pas en parlant à quelqu'un?» Et j'ai repensé à une jeune fille que je connaissais et c'est elle qui est rentrée à ce moment-là quand il a fallu traduire, l'expérience que j'avais vécue. C'est elle qui est rentrée dans ma tête, dans mon cœur et qui a pris, cette, forme de journaliste qui m'interroge et elle est Anna, je crois à l'image de tous ceux à qui je parle tous les matins. Voilà, c'est ça. D'accord. Et très vite dans ton livre, on comprend que tu rentres dans une transe très profonde qui s'installe. Et en première partie, tu incarnes différentes femmes tour à tour, comme Greta Thunberg, Jane Goodall et d'autres femmes. Oui. Je comprends que tu passes par le prisme de ces personnalités pour la suite du récit, en fait. Oui, en fait, c'est ça qui est arrivé, c'est-à-dire que j'étais en Cévennes, ça m'arrive souvent des fois de partir comme ça et là, j'étais partie avec ces 4 femmes et quand je suis revenue, ça m'avait donné un regard, je pensais: «Qu'est-ce que c'est qu'un résistant? Qu'est-ce que c'est que le combat?» Mais en fait, en étant dans la peau de ces personnages, j'ai pu toucher les caractéristiques diverses qu'il y a, pour pouvoir, approcher, l'amour du monde, soit dans la puissance, soit dans la sécurité. Enfin, il y a une forme d'amour différente pour toutes et c'est ça que j'étais avec mon amie canadienne qui me dit: «Faut que tu écrives là-dessus parce que c'est vraiment super». Donc tout a commencé de c'est pour ça que je dis que c'est un livre qui s'est laissé écrire parce que je suis rentrée là-dedans et après j'ai voulu y retourner pour le traduire et je me suis retrouvée dans ces divers voyages chaque fois que je voulais le traduire. D'accord. C'est exactement ça qui s'est passé. C'est pour ça que je dis que c'est le livre qui s'est laissé écrire. Parce que Ouais. moi, j'ai l'impression que je faisais le script. Voilà. Ouais, en fait, tu retranscrivais ce que tu recevais, en fait, tout simplement. Oui, exactement et ce que je vivais dans cette dimension, c'était très drôle parce que, heu, il y a un moment, ça s'est arrêté pendant un an. Mhm. Pendant un an, il y avait rien qui descendait, donc je ne pouvais rien écrire. Comme je ne connaissais pas la fin, je ne savais pas où on allait. C'est c'est un voyage et ce que j'ai compris à la fin, c'est qu'une vie, c'est une initiation et que le plus grand des maîtres, c'est la vie
et qu'elle, si on l'écoute bien, on est exactement comme la rivière, on connaît le chemin. C'est ça qui était intéressant. Ouais, se laisser porter, quoi. C'est Oui, la confiance. très bien. Et à un moment donné, il y a le grand tout, un passage qui est, je trouvais, Oui. des plus passionnants, et j'aimerais beaucoup avoir ton point de vue en tant que personne qui a vécu l'expérience. Ah ben, le tout, c'est vraiment cet état, euh, comme je le raconte plus loin, quand je suis sortie pour la première fois de mon corps, vraiment, on est dans une tache marron. Ah, ce que j'ai appelé ça comme ça, c'est pas très Mhm. romantique, mais c'était le seul mot qui me venait. Et c'est un endroit où il y a tout, où il y a rien, où on a l'impression que toutes les questions rejoignent toutes les réponses, et que donc on se retrouve dans du non-mouvement intense. Dès que je parle comme ça, personne ne comprend. Et pourtant, il faut l'avoir passé dans son corps pour pouvoir savoir que on est relié à tout. Et je me disais, comment on peut le savoir? Eh bien, des moments où, dans un coucher de soleil, on oublie de penser et où on a l'impression d'exploser dans les couleurs du ciel. Voilà, ça, c'est ça, être dans le tout, c'est qu'à cet instant, il y a une conscience qui n'est pas la conscience de l'information, qui est la conscience du vivant qui se met en place. Et c'est ça, le grand tout. Je D'accord. m'emballe un peu. Non, non, mais au contraire, c'est tellement passionnant, et tu transpires la passion quand tu en parles. Je trouve ça extraordinaire. Et j'aimerais que tu nous parles de ta rencontre avec, alors excuse-moi si je bafouille, c'est Zaraï le nom? Zaraï, qui est une amie à moi. Zaraï, voilà. Ouais. Donc Zaraï, cette chamane que tu as rencontrée justement, est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, c'est une amie qui est venue d'ailleurs, au centre que j'anime. C'est vraiment une amie qui est chamane, hein, mais qui, a cette, capacité de, comment dire? D'avoir accès aussi à notre culture, et c'est surtout elle qui, quelque part, un jour, m'a amené à ne plus penser le chamanisme à travers, la bonne élève, hein, parce que nous, en Occident, on a celui qui sait et puis, celui qui apprend. Et donc, et c'est vrai qu'il y a des cultures qui, dans le chamanisme, qui imposent des rituels, une tradition, et cetera, qui transmettent, hein, une connaissance. Et à un moment, elle me dit: «Mais tu n'es pas né là». Tu as un Indien à toi qui est dans une terre qui est une terre européenne, qui a des villes, qui a une pollution différente, qui a une histoire différente. Connecte-toi et la vie t'instruira. Et là, tu feras comme les chamans. Tu auras les rêves qu'il faut, tu auras l'intuition qu'il faut, tu passeras le schéma qu'il faut. Mais reste lié à ta terre et à ta culture. Et c'est vraiment la première qui m'a donné, cette façon, hein, et c'est avec elle que j'avais fait moi l'inverse parce qu'elle était on était dans ce schéma de tradition. Donc une fois qu'elle me dit ça, je lui dis: «Bon, donc alors la tradition, l'enseignement, la rigueur de l'enseignement, c'est pas si important que ça». Elle me dit: «Non, ce qui est important, c'est la vibration que tu mets». Je lui dis: «Oui, mais alors regarde, la dernière fois, tu as voulu aller manger chez McDo, hein, à Sedona là, et moi j'ai pas voulu parce que McDo c'est contre ma religion, quoi, tu vois? C'est je peux pas, quoi. Mais je suis allée manger mon sandwich normal là, hein, au fromage, et elle est allée à McDo. Donc, et quand elle ressort, je la vois, il y avait un bout de son, truc là qu'ils achètent, leur cheese, je sais pas quoi, et je la vois le mettre à la terre. Je dis: «Pourquoi c'était pas bon?» Elle me dit: «Non, attends, quand tu manges, tu nourris aussi la terre». Je dis: «Tu rigoles? Si tu gardes cette tradition, tu l'empoisonnes». J'ai dit: «Mais c'est du poison! Que toi tu manges du poison, c'est une chose, mais que tu le files à la terre, franchement, ta tradition là, faut mettre quelque chose». Et c'est rigolo parce qu'avec Zaraï, petit à petit, on a commencé à regarder nos cultures différentes, et des fois, elle me disait, «Tu sais, quand tu refais une roue ou des choses comme ça, tu m'apprends ce que nous on fait sans avoir mis les mots». Et j'ai dit: «Ben moi, c'est la transe qui m'a donné les mots». Voilà, c'est comme ça. Donc c'est une D'accord. amie, voilà, c'est mon amie. Donc une chouette amie, qui avec beaucoup de partage, beaucoup d'apprentissage alors. Oui, 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 oh, beaucoup de partage. Et tu as bien différencié, le prophète et le médium dans le livre. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence selon toi, s'il te plaît? Bah, parce que le prophète, dans notre culture, a un côté, il tient la vérité, c'est-à-dire c'est Dieu qui l'a décidé. Le médium est un médium, c'est-à-dire c'est un téléphone mobile avec, ouais, je veux dire, il a, une simplicité, une humilité, on pourrait presque dire, dans le médium, même s'il dit: «Ben voilà, j'ai vu ça, et cetera», mais il faut que celui qui soit en face, dise quelque chose. Alors que le prophète, quand il dit, tout le monde, c'est la Mmh. vérité.
Si, et le script qui va le traduire en fera la vérité vraie. Ça va être encore pire. Et c'est ça, c'est qu'il est adoubé. Le prophète est adoubé par Dieu. Le médium, à la rigueur, il pourrait dire qu'on a perdu, parce qu'on a le téléphone, la possibilité de faire la télépathie avec le monde invisible. Et qu'il y en a Ouais. quelques-uns qui sont restés à l'ancien temps. Voilà, ça pourrait être ça, le médium. Alors que le prophète, il détient un message en direct du bon Dieu qui dit: Tu parles pour moi. Ouais, c'est pas la même canalisation en fait. Non, dans notre façon de le recevoir. La canalisation est la même. C'est que un message donné par celui qu'on va appeler prophète devient une vérité qu'on ne remet pas en cause, parce que c'est D'accord. Dieu qui parle à travers lui. Un Ok. médium, il parle de l'histoire qui nous arrive. Il reste toujours très humain dans son domaine. C'est pas la même chose. Très bien, très bien. Euh, il y a eu cette douloureuse épreuve que tu as traversée avec ton fils, cette aide intérieure que tu as reçue, la prise de conscience. Est-ce que tu acceptes d'en parler? Je pense que ça peut aider beaucoup de personnes maintenant. Bah, à nouveau, le voyage, comme je dis, c'est une initiation. Nos blessures sont nos ouvertures. Et à la fin d'une vie, on est sculpté comme un vieil olivier, hein. Quand il est une racine, c'est magnifique. Et en fait, le voyage avec Guillaume, mais je l'ai eu aussi avec Émilie qui a failli mourir, mon autre fille. Donc j'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma vie. Et avec Guillaume, comme le premier cancer qu'il a eu, il avait 6 ans. Ce que ça m'a touché, c'est dans notre culture, la mère fait un enfant. On dit: «Je t'ai fait». Je te connais Mm. puisque je t'ai fait. On la connaît cette phrase, hein? Elle est Bien horrible. sûr. Bon, alors qu'en fait, on fait l'amour plus ou moins bien, des fois même comme des branques, et c'est l'enfant qui vient. C'est-à-dire, c'est le désir d'enfant, c'est mon désir qui s'est incarné, c'est pas toi. Que toi tu m'aies accepté, c'est déjà un super cadeau, mais c'est mon désir qui s'est incarné. Donc, je ne suis que la mère. C'est ce que j'ai compris, parce que quand Guillaume, à 6 ans, a eu ce cancer, je pensais que c'était mon enfant, ma création, et que je devais le sauver. Et beaucoup de mères sont dans cet état. En plus, la seconde phrase qui vient, c'est: «Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça?» L'histoire du comptable ne change jamais. On a l'impression que la vie, c'est une cour des comptes. Donc, on fait que ça. Et un jour, on était un groupe de mamans où on nous avait demandé de prendre la parole, et plusieurs d'entre nous ont dit: «Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu?» Alors, il y en a une qui a dit: «Ben, c'est ma grand-mère qui a été une femme, et ça.» Et là, je me suis levée, je me souviens, j'étais en colère. Et j'ai dit: «Enfin, vous pouvez pas dire que c'est le bon Dieu qui, pour qu'on apprenne ou nous punisse, fasse souffrir un enfant. Qu'est-ce que ça a à voir?» Alors c'est un putain de sadique, mais j'ai pas envie de croire à lui. Et ça a été le chemin de la révolte contre Dieu, d'essayer de trouver des guérisseurs et d'abandonner à un moment le fait que je ne suis que la mère, il a né le créateur. Ça, c'est ce schéma où, que ta volonté soit faite et te permet de tomber à genoux, fait que la femme trouve à ce moment-là sa place, et elle est tout d'un coup une place qui devient pratiquement égale au père, ce qui crée un couple différent. Parce que souvent quand on perd un enfant, on dit: «Oh là là, la mère, elle est comment?» Oui, le père à côté, à ton avis. Mais, c'est ça, c'est que quand je ne suis que la mère, il n'est que le père. Et donc on devient ensemble ceux qui avons reçu et pas ceux qui avons fait. Et c'était important de passer là. Voilà. Ouais, et justement, je rebondis sur le fait que on choisit l'incarnation, on choisit nos parents. Je sais pas si tu as lu le livre Les 9 marches de Anne Giraudin, Non, j'ai pas lu. qui explique l'autre côté, la création d'une personne incarnée, et on suit toute l'évolution d'un bébé à naître, qui choisit ses parents, qui choisit les épreuves, qui choisit tout ça, qui va lire. Et c'est un livre que je conseillerais toujours, parce que c'est une petite merveille. Donc voilà, Ouais. c'est juste la petite parenthèse pour rebondir dessus. Je crois que quand on reprend la responsabilité de son désir, qui vient du mouvement cosmique du monde, cette volonté d'incarnation ne présuppose pas non plus que, on est celui qui se crée. Non, on est celui qui se laisse porter.
dans, dans le désir de la vie. Ce qui est très Mmh. différent parce que c'est à ce moment-là où quand je suis un loup, je sais que je vais manger du mouton et si je suis une vache, je mangerai de l'herbe. Mais mon désir de vie qui s'est incarné à un moment dans la matrice de ma mère, qu'elle soit vache ou autre, eh bien celui-là est neutre, c'est de l'énergie. Ce que la vie m'offre en filtre, c'est l'expérience à vivre. Très, très beau, très juste. Tout est limpide. Je me permets de citer, le monde d'Adam a gagné, mais viendra le jour où le monde d'Ève devra reprendre les rênes pour accompagner la grande transformation. J'ai la sensation que cette transformation est à l'œuvre en ce moment même au niveau mondial. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, c'est-à-dire que on arrive à l'apothéose, on pourrait dire, du monde d'Adam, hein. Il a fleuri au maximum. Nous sommes dans une illusion. On a créé une, une réalité collective qui est complètement détachée de la réalité qui s'est incarnée. On peut arriver à croire que sans argent, le monde mourrait. Quand même, on le croit. Et c'est pas faux. Un individu qui n'a pas de travail, n'a pas d'argent, meurt. Donc, on est arrivé à créer un monde sur le monde qui n'a rien à voir avec les qualités du monde. Et là, le monde de l'esprit fait que nous rentrons dans un univers où même les outils, qui sont Internet, mais surtout les écrans, permettent de regarder quoi, quoi, quelle que soit l'horreur qu'on nous présente, comme une esthétique artistique. J'ai été très étonnée, par exemple, et ça, c'est le monde d'Adam. C'est l'esprit. Donc, c'est l'esprit qui doit dominer le corps pour surtout ne pas se perdre. Mais quand on a eu cette jeune fille qui s'est déshabillée sur la place parce qu'elle n'en pouvait plus. Il faut voir que ce schéma où je sais que je vais me mettre en danger de mort pour affirmer une possession, c'est-à-dire de ma liberté que je mets là, c'est un acte extraordinaire sur le plan sensoriel. Si je suis à côté, j'ai le ventre qui explose tellement il se tord dans le fait que cette femme, c'est comme une torche vivante à ce moment-là, c'est une femme qui se met à mort pour vivre libre. Si je le regarde, je vais dire: «Ah, c'est extraordinaire, c'est fabuleux ce qu'elle a fait». Pourquoi? J'en ai fait de l'esthétique, c'est un film. C'est un film. Je commente cet acte et je le perçois comme une créativité artistique extraordinaire. Mais je ne peux pas crier, hurler, pleurer, parce que mon ventre ne se chie pas dessus quand il la regarde. C'est ça le problème. Et donc, dans ce monde qui petit à petit fait qu'on perd cette sensation du corps, qui est le vrai cerveau, cette émotion et le cerveau qui amène à la réalité du vivant, en s'en coupant, on peut supporter, par exemple, les génocides aujourd'hui sans aucun problème. On peut tout accepter parce que on est dans le rêve et qu'on cherche l'immortalité comme Adam. Dans le rêve d'Adam, il est immortel et il nomme le monde. Mais c'est ce qu'on fait en permanence. Dès que je nomme, je m'approprie. Je nomme, je sais pas, je trouve une plante qui soigne, je me l'approprie. Et puis plus personne d'autre ne peut la prendre. Ça devient à moi, à moi. Je nomme le monde. Dès que je donne un nom à quelque chose, hein, comme je donne un nom à un pays, il existe, comme s'il n'existait pas avant, hein, ça c'est le Mmh. colonialisme, eh bien ça c'est le monde d'Adam, alors que le monde de Ève sent le monde. Et comme il sent, il trouve tout ce qui est commun. Hein, on se retrouve dans le tout, hein. C'est-à-dire que je sais que j'ai des êtres humains, par exemple, quelle que soit la couleur, la race, tout ce qu'on veut, c'est l'espèce humaine qui est sur la Terre. Voilà. Ouais. Bah, écoute. Et, et après le passage de Adam et Ève, pardon, tu te retrouves avec Zaraï et tu penses avoir une bouffée délirante, voire même être morte. Mais elle te rassure en te reparlant de l'initiation et de tout le chemin parcouru jusque-là. Tu reçois un message de ton fils à ce moment-là qui te rassure lui aussi. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, c'est-à-dire que en fait, c'est là où j'ai compris que la douleur nous fait savoir qu'on est vivant. C'est le manque de l'autre, cette absence dans l'invisible permet de savoir la présence dans le réel. C'est drôle, hein, cette promixité. Et puis, j'étais fatiguée parce que ce voyage, au départ, m'a menée dans des concepts très compliqués et que j'en avais assez d'aller
visiter, des choses qui me troublent, parce que j'ai quand même été très troublée. Par exemple, quand j'étais dans le jardin de l'Éden, j'avais jamais vu les choses comme ça, jamais. Je m'étais jamais posé la question toute simple, mais comment Dieu, qui est parfait, a pu avoir du désir? C'est impossible, puisqu'il faut du manque pour qu'il y ait désir. Or, quand on est parfait, quand on signe un tableau, c'est qu'il n'y a plus rien à rajouter. Alors, comment c'est possible? Donc, tout d'un coup, j'ai vu ces transes diverses pour écrire la transe que j'ai essayé de redonner, m'ont amené. Et à un moment, c'est vrai que quand je me suis réveillée, j'étais fatiguée, j'avais plus envie de réfléchir. Et j'avais envie de passer, euh, de savoir si je crois que quand on se sent rejeté dans le monde qu'on exprime, on a l'impression qu'on est malade ou en état délirant. Pourquoi on a tellement besoin que les autres acquiescent à votre vision? C'est parce que si j'ai une vision différente, je vais être rejetée et on va me dire schizophrène, machin, etc. Mmh. Donc là aussi, j'ai retrouvé ce schéma où parler en son nom permet de fuir, je pourrais dire, cette capacité qu'a le monde de nous obliger à rester dans un monde unique, industrialisé, où il faut être comme tout le monde, alors que chaque grain de sable est différent. Dans un monde où chaque fleur est unique, chaque grain d'herbe est unique, nous, c'est comme tout le monde. Voilà. Et si on est unique dans ce comme tout le monde, on nous met à l'hôpital. Donc, c'était intéressant de toucher aussi cette capacité à parler en son nom à travers cette terreur dans laquelle je suis entrée. Bah, dis donc, c'est que j'ai rien à rajouter en fait, c'est tellement simple et limpide quand tu le dis. Ça fait vraiment plaisir. Euh, tu as noté, la pomme a donné vie à l'univers qui était immobile. Ce n'est plus une punition mais un cadeau. Oui, Cette phrase elle a résonné en moi et j'aimerais beaucoup t'entendre un peu plus à ce sujet. la pomme qui est comme une ovule, hein, on pourrait dire. Oui, Mais en fait, si au moment où on mange la pomme, on sait que la mort arrive, la mort, c'est donner la naissance. La première, quand on naît, on perd la moitié de son corps, le placenta. Mais c'est la moitié de son corps, ce corps qui a servi à nous nourrir, à communiquer, etc. Donc, naître, pour qu'il y ait naissance, il faut qu'il y ait mort. Or, l'arrivée de la mort dans ce tableau qui ne bouge pas, eh bien, c'est l'arrivée de la naissance de la vie. Et nous, on en a fait euh, une chute, alors que c'est une naissance. Et ce qui est dommage, c'est que tellement on est imprégné de cette éternité immobile, qu'on voit bien que toute notre vie, nous pensons à garder les choses et à les immobiliser. Je te veux pour la vie. Je veux prendre pour la vie, toujours sécurisé. Et quand j'écoute Monk qui veut arriver à trouver l'éternité, mon Dieu, l'éternité, mais je meurs si je pense à l'éternité. L'éternité sous la même forme, il a jamais pensé, hein, s'il était, je sais pas, très mal formé et tout le reste, ah, pour l'éternité, bravo, quoi. Donc, l'éternité, l'immobilité, hein, et dans ce fantasme de maintenir, de garder, d'immobiliser, ce refus de la mort qui est le refus de la transformation, on est en train de créer un monde d'images où on ne sait plus qui est mort. C'est vrai, on retourne dans le jardin de l'Éden, on y est dans le jardin de l'Éden, et à deux doigts, bien sûr, on ne saura plus commencer d'être vivant. On aura quatre ou cinq personnages qui voyageront dans des tas de mondes, et ça sera cette façon qu'on appelle la vie. Donc, c'est ça aussi qui est très étonnant, c'est que ce jardin de l'Éden, on veut y retourner. On veut, on veut que la mort n'existe plus. Mais sachez que si on tue la mort, c'est la vie qui s'en va avec. mm. Bah, dis donc, encore une fois, oui, c'est sûr que si pour l'éternité, ça m'intéresse pas d'être là pour l'éternité. Revenir encore et encore, oui, sous différentes formes. Mais vivre toute la vie, enfin toute une éternité la même vie, ça m'intéresse pas non plus, non, c'est sûr. Oui, mais c'est quand même la quête. Oui. Et c'est ce fantasme. Quand on est tombé amoureux de quelqu'un, c'est pour l'éternité. On dit je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours. Moi, comment on le sait ça? On évolue, on change, on bouge. Et quand on est de l'énergie, on est de la lumière. Qu'importe comment on va devenir. Mais ce qu'on aime, ce que l'on confond avec être vivant, c'est avoir de la mémoire. Si je n'ai plus de mémoire, même si mon corps fonctionne, je ne suis plus vivant.
Donc ce qui fait mon identité, c'est ma mémoire. Les mémoires, les souvenirs et Ouais, tout ce c'est qui va ça. arriver après. Et c'est à ça qu'on s'accroche. Ça, je ne veux pas les perdre. Je veux bien que tu meurs, mais je veux te retrouver comme je te connais. Je veux que ce soit notre histoire qui continue, l'histoire qui continue. Pas la vie, l'histoire qui continue. Oui, c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus attrayant au final. Eh ben, le ver à soie, quand il veut retrouver son petit frère qui est décédé, il pense qu'il va le retrouver en tant que ver à soie, alors qu'il est juste en haut en tant que papillon. Et là, il le voit même pas. Ouais, l'évolution continue. Oui, Euh, J'aimerais entrer dans le sujet du cloud dont tu parles, là où se regroupent les livres de chacun. oui. En te lisant, j'ai le sentiment que ce cloud est semblable aux annales akashiques. C'est le cas ou pas? Alors, je connais pas les annales akashiques. On m'en a souvent parlé, mais je les connais pas. Ce que je sais, c'est que les empreintes que l'on laisse, les traces que l'on laisse, on a une phrase coutumière à tout le monde: tant que quelqu'un pense à toi, tu existes encore. Hein. C'est comme ça qu'on parle des morts. On dit que tant que quelqu'un les rend C'est... vivants. C'est ça. Hmm. Donc, c'est simple. Quand on a une connexion avec quelqu'un qui est mort, ou quel que soit, on a des exemples de militaires japonais qui ont été perdus, qui ont trouvé comment faire ça et ça, alors qu'ils n'étaient pas du tout du métier, ni du tout de la région. On a des exemples où l'inspiration vient, mais même les grands chercheurs disent, j'ai trouvé, mais je ne savais pas comment on faisait pour y aller, ça m'est venu comme ça. Donc, il y a cette connexion qui se fait à partir de la vibration que l'on émet ici. Hein, comme je disais dans mon livre, si je veux, par exemple, l'idée d'une pure race, et ben, à ce moment-là, je vais peut-être aller vers Hegel, comme il s'appelle, le Führer ou tout ça. Mais parce que ma vibration, comme de la musique, va rejoindre comme un archéologue, les premières vibrations qui ont porté cette dynamique et ça va m'apporter de l'information comme un arbre qui tout d'un coup a toute sa sève qui arrive dans les feuilles et je vais fleurir dans mon idée d'une façon incroyable. Bon, si je suis dans l'ouverture du cœur et que je vais avec Bouddha, il y a des grandes chances aussi que ça m'ouvre encore plus. Mais je peux aller avec mon oncle, ma tante ou ma voisine. C'est cette empreinte qui permettait de se nourrir au-delà de nos livres d'histoire qui nous cloisonnent dans une réalité bien connue, et maintenant c'est Google qui va encore le définir, on rentrait dans un monde où l'expression de ma vibration m'ouvrait une bibliothèque particulière. Et ça, moi je le vis, je le fais vivre, je veux dire, c'est des choses qui sont tangibles pour chacun. Et on a pollué le monde invisible en y mettant déjà les films de la religion, les films de ceux qu'on pouvait connecter, pas connecter. Enfin, tout est déjà pris alors que nous savons à l'intérieur de nous être plus grand que ça parce qu'on est le monde. En même temps qu'on est la goutte d'eau, on est aussi l'océan. D'accord. Et je rebondis sur ce que tu disais au tout début. On meurt quand on ne se souvient plus de nous. Oui, Est-ce que tu as vu le Disney Coco? non, Alors, si tu peux le voir, c'est l'histoire oui, de Coco, un petit Mexicain qui veut faire mariachi, mais toute la famille veut surtout pas. Et il y a les Diaz de los Muertos, si je le dis bien, où dans leur tradition, sur leur tombe, c'est peut-être à peu près comme Halloween chez nous en fait, tu mets la photo du défunt et il vient te rendre visite dans le monde des vivants et c'est comme ça qu'ils survivent de l'autre côté aussi. Pour ça que d'accord. ça m'a fait sourire quand tu as dit ça. J'ai dit, Oui, tiens, mais tu sais, des fois, quand je vois les gens, par exemple, tiens, ben, il y avait justement, on était en famille là, et puis il y avait un habit de ma petite fille, je le regardais. Et il y avait son grand-père qui était collé derrière, quoi. Alors, à un moment, je dis: «Est-ce qu'on peut pas me donner la photo du grand-père?» Alors, je vérifie un peu et je vois que c'était ça. Mais je croyais que le grand-père était historien, alors qu'en fait, c'était un homme politique, donc je savais pas du tout ça. Mais ce que je voyais, c'est que cet enfant avait le talent du verbe, le talent de celui qui allait s'engager, pourtant il avait 15 ans. Parce que la vibration de la parole qu'avait le grand-père était déjà sur lui. Mais souvent, on a des vibrations qui sont collées au moment où on en a besoin. Et c'est que de la vitesse, de l'énergie. C'est facile. Enfin,
Si on n'était pas prisonnier d'un regard, bien canalisé, je crois qu'on le saurait facilement pour tous. C'est je sais pas comment expliquer ça. Moi, je vois ça depuis que je suis née, donc je me suis jamais posé la question de comment d'ailleurs, très souvent, je me dis: «Comment on fait, en fait?» Comment je fais? Quand j'enseigne, je dis toujours: «Comment je fais?» et je laisse venir parce qu'après j'oublie. Voilà. Oui, mais c'est naturel, en fait, Oui, c'est ça, tu vois comme tu respires, enfin, oui. c'est logique. Moi, C'est logique donc et je crois que si on parle à des infirmières, il y a celles qui ont le temps parce qu'aujourd'hui peu cher avec ce qu'on leur fait vivre, c'est on n'en parle plus. Mais si on parle avec des infirmières, avec le temps, elles voient quand, on voit pas le moment de mourir, mais on voit le lâcher prise. L'énergie n'est mmh, pas la même. On voit qu'il y a un voile qui se met là. Ah, la vie est douce dans sa mort des fois. C'est pas avant on souffre beaucoup, mais le moment de la mort est tellement c'est simple, libérateur, c'est simple. libérateur. On est à la Mmh. lumière. Mais je pense que vraiment on a pour simplifier le monde, on a simplifié les, les vibrations et les réalités possibles, que l'homme pourrait avoir. Parce que sinon, on ne pouvait pas rentrer dans un schéma commun. Mais c'est particulier quand même à la culture occidentale. Je veux dire, à la culture même verticale, si on le prend schéma, mais tant qu'on était dans des schémas des tribus fédérées, on rentrait pas dans ce système. OK, OK. J'aimerais que tu me parles de ce fameux libre arbitre. J'aimerais beaucoup avoir ta vision des choses, s'il te plaît. Oui, le libre arbitre laisse à penser qu'on a le choix. Et ça, c'est Mmh, toujours mon grand souci, c'est que le choix, c'est que on pense qu'on a le choix et cela permet de vivre des situations très culpabilisantes. Parce que, l'exemple que je donne dans le livre, c'est cette, maman, hein, qu'on va voir, qui semble un peu fatiguée, mais qui a un caractère épouvantable et qui évidemment dit: «Non, j'ai pas besoin d'aller chez le médecin». Donc comme vous avez du boulot, ben, vous allez faire votre boulot et puis 2 heures après, on vous dit: «Votre mère est morte d'un infarct» et vous dites: «Ah! Si j'avais m'étais écoutée, elle serait vivante». Donc ça veut dire que je me suis pas écoutée, c'est ma faute si elle est morte. C'est le choix logique. Or, c'est impossible. Parce que ça voudrait dire que si on avait le choix, un choix, c'est une conscience de deux possibles. D'accord? Pour faire un choix éclairé. Or, il fallait qu'elle ait conscience que sa mère allait mourir et qu'elle, elle préférait aller faire le dîner. C'est pas du tout OK. ce qu'elle a vu. Mais pourquoi on va préserver l'idée qu'on est responsable de ses choix? Parce que plus tard, eh bien, elle pourra croire qu'elle va voir chez l'un ou chez l'autre quelque chose qui lui permettra d'agir et de protéger et de sauver. C'est assumer ses choix quand je dis je peux pas le quitter, hein, ou le moment où on quitte quelqu'un, c'est quand on n'a pas d'autre choix, sinon on crève. Donc, on va dire: «Ah ben c'était mon choix». Non, tu en pouvais plus, donc tu as choisi. Tant que tu en pouvais, tu as supporté 20 ans. Bon, donc, Mmh. c'est cette, et c'est souvent quand le corps ne peut plus qu'on agit. Et c'est pour ça qu'il y a pas tellement de, heu, cette idée du choix laisse penser qu'on a toutes les informations et qu'on a un corps qui est, comment dire? Est-ce qu'on a le choix d'être homosexuel? Non. Et quand, c'est pas parce que je refuse d'exprimer ma sexualité qui est de cette nature, que la nuit je fais pas mes rêves avec cette nature. On Mmh. va dire: «C'est mon choix, Oui. je le suis pas», mais non, tu l'es toujours. Ouais, et c'est pas ton choix, c'est ta nature. Donc, dès qu'on arrive à la modestie de notre façon d'être, on peut dire: «Voilà ce que je peux vivre. Voilà ce que je peux accepter ou comprendre. Voilà jusqu'où je peux aller». Ouais, et c'est pas: «Si tu veux, tu peux», non. Voilà ce que je peux. Avec le choix, il y a le vouloir qui va avec. Au top, au top. Hem, Tu nous parles de ta rencontre avec, Patrick Drouot et ce que tu as pu y visualiser. Est-ce que tu peux développer un peu, s'il te plaît?
Ah bah, c'est détournant, c'est-à-dire que c'était un moment de ma vie où j'étais dans un domaine, des affaires, donc ça avait rien à voir et quand j'ai rencontré, j'avais des migraines, matin, midi et soir et donc on apprend et à l'époque, je ne croyais à rien et j'essayais d'être normale, c'est-à-dire de ne pas utiliser tout ce que je faisais depuis que j'étais jeune, hein. Parce qu'être normal, c'est être riche et puissant. Voilà. Sinon, c'est qu'on n'a pas tout à fait tout réussi. Donc plus je suis riche, plus je suis puissante, plus je suis mère aussi pour une femme, parce que sinon une femme n'était pas à mon époque complètement femme si elle n'avait pas des enfants. Ça revient, remarque, on dirait. Mais bon, donc c'est dans ce schéma-là, j'avais casé un peu, j'avais fait des croix partout. C'était bon, quoi. J'étais devenue normale et pas la sorcière de mon enfance, hein. Du coup, j'étais mis à l'écart. Et ça, c'était super. Et là, par contre, la migraine était présente et donc je dis à mon assistante quand on était en avion, elle me dit, pas moi, elle me dit: «Dis donc, je lis un article où il y a une journaliste qui avait des migraines comme toi et figure-toi qu'elle est allée voir un mec et ce mec, enfin, il lui a fait un truc là, elle est allée dans une vie antérieure». Là, j'ai cru m'étouffer parce que je dis: «Ah, ça existe pas». Donc elle est allée dans une vie antérieure et dans cette vie et ben, on lui a coupé la tête. Donc depuis qu'elle a vu ça, bah, elle est revenue, plus de migraine. Moi, j'ai dit: «Écoute, moi les vies intérieures, je m'en fous, mais tu me prends rendez-vous avec ce mec parce que si j'ai une chance d'arrêter toutes les migraines que j'ai, je vais quand même la prendre» et j'y suis allée et il me dit 3 fois. Ah, j'ai dit: «Non, 3 fois», j'ai dit: «Ça y est, c'est l'arnaque du coin». Je le savais, je me suis fait avoir. Mais il me dit: «Mais si, il faut commencer par l'adolescence, après dans le ventre de votre mère et après vous allez dans les autres vies». Bon, d'accord. J'ai fait ce que vous voulez, voyons si ça m'arrange. Et dès que je suis partie, bah, évidemment, avec ma nature, ça a Oui, explosé. J'ai vécu 3 vies, 3 fins de vie, pas 3 vies, 3 fins de oui. vie, dans des domaines différents. Et quand je suis revenue, alors lui, il me dit, il faisait des bons, il me dit: «Ah non, mais vous avez quelque chose, il faut vraiment que vous» et là, j'ai dit: «Je vous ai jamais demandé ça, jamais. Moi, il me faut le bon Dieu, les anges et tout le reste, il me faut le mal et le bien, tout ça, il me faut pas ça». Parce que je venais de comprendre une chose, c'est que je retournais au même endroit que ce que j'avais déjà vécu. J'allais mourir seule, sans avoir rien compris. Et et là, j'ai été dans Paris longtemps et je pleurais et je comprenais pas le sens. Je ressentais physiquement ces 3 morts. C'était fort et quand je suis revenue, j'ai dit: «Ah, je vais arrêter, on va tout vendre» et on me dit: «Oh oui, tu parles, si t'as pas 20 heures de boulot, t'es morte, toi» et j'étais très dure, hein. On aimait la femme dure que j'étais parce que plus on est dur, plus on est aimé, hein. On dit qu'on a des couilles à ce moment-là. Cette femme, t'es pas une femme, tu as des couilles. Donc c'était cette dureté qui créait l'admiration et le respect. Et là, j'ai mis quelques mois, enfin un peu plus d'1 an, et j'ai arrêté. C'est, ça a été la rencontre que je voulais pas mourir dans cette solitude de l'esprit. Je voulais Mais, mourir vivante, mais de toute façon, vivante. la vie fait en sorte que t'as pas réussi cette fois-ci, c'est pas grave, on va recommencer. On va te faire comprendre à ta prochaine incarnation que bah non, non, tu dois encore y arriver. T'as pas encore réussi, c'est pas grave, on recommence tant que t'y arrives pas, quoi. Oui, je crois que à chaque expérience, on regarde une autre facette. On découvre une autre facette du monde. Ça peut être la richesse qui est une facette qui laisse croire que on va mourir heureux. Ça peut être la politique, ça peut être la religion. Heu, dans une vie, on a tous ces pièges-là. On se dit: «Ah, si j'étais riche, je risquerais rien. Hmm. Si j'étais, un éveillé, je risquerais rien». Cette idée, si j'étais un homme politique puissant, j'aurais tous les pouvoirs, je risquerais rien. Cette idée que la peur, l'insécurité peut amener à des schémas fous. Alors que et là, on retrouve sur ce problème de la mort. Je vais mourir, ah OK, comme tout. C'est-à-dire, je vais me transformer une fois de plus. Et ce que je veux, c'est dire encore quand je meurs. Parce que je sais que c'est une énième transformation. Une énième expérience, une Oui, énième. Enfin, voilà alors quoi. que si je suis dans l'illusion de l'argent, je sais que il me trahit. De la politique, il me trahit. Staline, il est mort tout seul. On l'a laissé crever par terre. Bon, moi, je suis contente, hein, mais bon, des fois, là, je me dis, j'aime pas les contes, mais là, ça va. Il a bien senti sa solitude, lui, qui se croyait tout puissant. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que la fin nous donne la clé de notre vie. Qu'importe qu'il ait compris au dernier moment, j'espère qu'il a éclaté de rire
en voyant sa folie, hein? Comme Steve Jobs, la même chose. Donc qu'ils aient éclaté de rire comme des le monde est un enfant. On croit qu'on a besoin d'être puissant pour pas mourir alors que c'est une danse et qu'il faut se transformer en permanence. Oui, encore une fois, se laisser porter et profiter de tout ce que la vie a à nous offrir, quoi. Oui, et le petit garçon que tu étais est mort, personne ne peut le retrouver. Tu as beau le mettre en photo, personne ne peut le retrouver. Eh ben, tu en fais pas un deuil, tu vas pas au cimetière pour voir le petit garçon. Alors, Non, il a évolué, voilà tout. mais il y a pas une de tes cellules qui est la même tous les 7 ans, elle change. Où il est, le petit garçon? Où il est? Mmh. Bah, au cimetière. Et pourtant, il est là. Et ouais, comme quoi tout arrive. Hem, J'aimerais que tu nous expliques la différence entre une tribu et une meute, selon toi, s'il te plaît. Ah, c'est très différent. La meute, c'est le conditionnement, de notre société et elle est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que à un moment donné, dès notre jeune âge, il y a une part qui va être privilégiée. Tu es le rêveur, tu es celui à qui il arrive jamais, les choses comme tout le monde, tu es, celui qui ira loin ou tu es bon, il y a un surnom et ça, c'est le personnage qui devient le visionnaire. C'est-à-dire, il sait ce que doit faire parce qu'en même temps, on écrit des histoires dans le film, à l'école, quand il apprend l'histoire de qu'est-ce que c'est qu'un raté. Par exemple, bon, bah, il connaît à peu près le personnage du raté ou de celui qui est le vainqueur, qu'importe. Celui qui réussit tout, hein, le fort ou le faible. Donc, il y a tout un personnage qui se met en place et il y a une histoire qui se crée et il s'interdit, si je suis le fort, je m'interdis d'être le faible. Toute ma partie faible ne doit pas exister. Je dois être le fort chez ma mère, chez ma femme, si je suis un homme, chez mes amis, dans mon travail, je suis le fort. Ce qui fait que quand la maladie arrive, je vais me cacher parce que je ne peux pas demander de l'aide et je ne peux pas être faible. C'est ce schéma. Et ce qu'il y a de fabuleux, c'est que ça crée 2 personnages, celui qui a le droit de citer, celui qui n'a pas la cité. Et on rentre dans la dualité. L'homme de l'ombre, le mal, on va dire, et celui de la lumière, celui que tout le monde va en plus garder. Parce que celui qui va apparaître, tout l'entourage va faire en sorte qu'il ne bouge pas, hein. On est dans l'immobilisme du jardin de l'Éden. Donc, quand on a ce schéma-là, eh bien, ce qu'il y a de dingue, c'est que cette meute, qu'on emporte en soi, elle est la matrice, elle est le filtre avec lequel on regarde le monde extérieur. Donc, par exemple, si je suis un fort, eh bien, le monde extérieur, je méprise les faibles. Il nous empêche d'avancer comme on voudrait. Je vais peut-être nourrir un dictateur ou quelqu'un comme ça parce que lui, au moins, il va nous amener là où il faut. C'est-à-dire, je vais projeter le monde en plus grand à travers mon petit prisme. Ça, c'est le truc et une des caractéristiques, c'est qu'il ne faut surtout pas la fusion. Il faut que personne me transforme. Le personnage va toujours dans le même sens et à Mmh. l'échelle du monde, c'est pareil. C'est pour ça qu'on va au casse-gueule, parce qu'on va dans le même sens et qu'est-ce que c'est la tribu? C'est l'inverse. La tribu, c'est le cercle. On démarre avec quelque part de soi et les rencontres, les fusions que l'on fait éveillent chez nous des parts différentes. Et souvent, c'est la relation amoureuse, par exemple, où dans cette relation, je suis avec quelqu'un, moi qui normalement je suis pas à l'aise, que je fais pas le comique et tout ça, bah avec cette personne, tout d'un coup, mon petit comique s'est mis en place. Et je suis tout étonnée qu'il existe. Et je me dis, oh là là, donc je tombe amoureux ou amoureuse de cette part de moi qui vient d'être révélée grâce à la connexion avec l'autre. C'est pour ça que je veux le revoir. Et on peut l'avoir aussi dans la haine, on peut l'avoir dans l'amour, dans la conquête et autres. Chaque fois que je fusionne, que nos deux vibrations se mettent en place, une part de moi s'éveille. Et là, c'est la tribu. Et ce qu'on apprend, c'est, par exemple, comme j'ai le monde, à mesure que j'ouvre ma tribu, je rencontre la vibration du monde, parce que le monde devient plus grand. Et si j'ai par exemple celui qui peut tuer, parce qu'il y a une violence chez moi qui est là, j'ai pas besoin de la contenir. Ce que j'ai besoin, c'est de connaître les conditions nécessaires pour qu'elle apparaisse. Et quand je découvre ces conditions, je peux décider de la mettre à la retraite en travaillant sur les conditions pour que celui qui tue, par exemple, n'arrive pas trop vite. Mais Mmh. si je suis agressée et que j'ai besoin de me défendre, c'est important qu'il se réveille. C'est-à-dire qu'il y a toutes les parts ont une place selon la condition et selon la relation. Je peux être comme ça avec ma femme, je peux être comme ça dans mon travail, je peux être comme ça avec mon amoureux ou avec mon amoureuse, qu'importe, mais différent. Or, nous, si on est multiple,
On ne peut pas nous faire confiance puisque, toujours l'immobilisme, on fait confiance à ce qui ne bouge pas. D'où le monde des IAD d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'au moins les robots, on sait, ça bouge pas. Eh ben, c'est le monde du robot qui est valorisé. Ouais, c'est bien malheureux que ce soit ce monde-là qui soit valorisé, mais bon. C'est malheureux parce que je te fais confiance, parce que je sais ce que je peux t'offrir à Noël, je sais ce que tu penses, les sujets qu'il faut éviter, je sais tout ça. Bon, donc, t'es un robot, puisque tu Oui, bouges voilà, pas. c'est ça. On est d'accord. Euh, Tu as fait un comparatif que je trouve très beau. C'est celui du feu qui s'est embrasé lors de la cérémonie avec les Indiens et à l'esprit de l'homme. Comment t'en es arrivé là? Toujours le voyage. On parlait toujours le voyage. Oui, et c'était vraiment ce qui s'est passé, ce qui s'est vécu, hein. Là, j'étais là-dedans et c'est ça et je me souviens quand j'ai entendu: «Aime ce qui te détruit». J'ai dit cette phrase, mais je Ah me oui, souviens de l'émotion que j'avais de ça et à mesure que je regardais, cette danse du feu, cette association, cette musique, cette vibration, ça m'a fait drôle parce que, spontanément, par exemple, quand je fais des huttes de sudation, enfin qu'on fait un voyage l'été, spontanément, ma façon d'amener les gens, c'est de danser, dans ce feu au moment où il est très puissant et des fois, on se fait brûler et ce qu'il y a de drôle, c'est que j'ai retrouvé, un de ces moments, mais avec la dimension de, celle qui était là, qui accompagnait de la tribu qui était là. Donc je le vivais, dans un monde, heu bon, qui est pas celui que je vis d'habitude, voilà et ça oui, me donnait une drôle de puissance. c'est vrai que aime ce qui te détruit. Au premier abord, tu te dis, t'es gentil, mais Oui. ça peut faire mal, quoi. Oui, ça fait mal, ça fait mal. Ce qui détruit, Mm. ça fait mal et mon petit-fils me dit, «Mais moi je peux pas, comprendre ça, ça fait» c'est la même phrase que toi. Je lui dis: «Bon, je vais te le faire sans le feu. Je te le fais autrement, je te le fais avec la crêpe». Il me dit: «C'est quoi?» Bah, je dis: «Tu un œuf. Ah, je te mélange au lait, puis je te mélange à la farine. Où il est l'œuf?» «Ah ben il est là». «Mais non, mais tu le vois, tu as la pâte à crêpes. Il t'a été détruit». «Mais je suis toujours là». «Eh ben voilà», je lui dis: «Tu compris, aime ce qui te détruit. Tu vis un autre voyage, tu es une crêpe». Alors celle-là, le coup de la crêpe, je vais la retenir, celle-là. Elle est belle. Bah, il a 12 ans, hein, donc il faut quand même que Oui, je oui, tienne bien le sûr, temps. mais au moins, tout le monde aura compris, là, je pense. Oui. Et enfin, voilà la vision de la prophétie de l'espoir. Alors, comment en parler sans tout dévoiler quand même? Parce que bon, si on dévoile tout ici, il y a plus c'est Ouais. plus drôle de lire les livres, quoi. Donc, comment tu peux l'amener sans tout dire? Bah, je crois qu'après toute cette déconstruction de notre, façon de voir le monde qui nous amène à une peur quand même constante, à un besoin de sécurité constant et à une projection du futur qui devient de plus en plus dangereux, à un moment donné, c'est la passer par la colère et la colère, c'est l'impuissance et aller au bout de l'impuissance pour trouver l'amour. Et ça permet de revenir à des choses, je crois que la clé que je donne à la fin, en tout cas qui m'a été que moi j'en ai profité parce que j'étais quand même très en colère, hein, avant que ça m'arrive le truc. J'étais vraiment j'avais une violence contre cette façon d'aller au suicide, on pourrait Mmh. dire, qui était terrible pour moi. Ce monde m'effrayait par sa bêtise, tout simplement, enfin que j'appelais comme ça et là, j'ai découvert à la fin, dans la clé de la prophétie, la possibilité, comme quand on aime quelqu'un et qui traverse une période difficile, d'accompagner sans la violence ni la peur. Voilà, c'est ça pour moi, la fin. Donc quand tu dis, aller au bout de la colère, c'est plus la dépasser ou comment la passer outre? Ah, il faut la traverser. Ouais. C'est exactement, dans une hutte de sudation, j'avais, la dernière de cet été, il y avait quelque chose qui était terrible. Je me retrouve à Gaza avec, une femme qui avait des yeux, que je connais j'ai jamais vu ce regard. J'ai pas rencontré des gens qui vivaient ce qu'ils vivent et elle avait un regard où je pouvais traverser la nuit et je me rendais compte que c'était au-delà de la peur, au-delà de tout ça, où il y avait ce silence infini et là, elle me regarde et elle me dit, heu: «L'ombre a besoin de la lumière pour traverser» et je me suis rendu compte que
si je voulais traverser, il fallait qu'au bout de l'ombre, il y ait la lumière. Donc, il faut garder, hem, on peut pas dire: «Je suis pas en colère», il faut aller au bout de la colère et au bout de la colère, il y a la détresse et au bout de la détresse, on rentre dans les larmes et quand les larmes arrosent, eh bien, elles réveillent l'âme et le cœur humble peut s'ouvrir parce qu'il y a que l'humilité qui ouvre la clé. Il y en a pas d'autre. Ok, ok. Euh, Bah écoute, c'est très fort, c'est très impressionnant tout ce que tu nous dis. Et donc j'ai deux questions rituelles qui reviennent à chaque fois. Et la première, c'est as-tu un message ou un conseil à communiquer avant de finir cette interview? Hem, je crois qu'aujourd'hui, plus on peut rencontrer du monde en vrai, se regrouper, plus on fait travailler l'émotion, la joie d'être ensemble et la créativité ne passe que par le ventre, pas par la tête. Plus je ris ensemble, même que je ris des fois tellement j'ai eu mal, tellement le monde est terrible, plus quelque part s'éveille cette, possibilité de sentir qu'on peut être avec. Et il y a aussi autre chose de très important, je trouve, aujourd'hui, c'est que la vie, par exemple, je vais prendre un effet d'actualité, c'est Trump. Et ça fait effondrer des gens. Moi, je dis, regardez maintenant la lumière dans ce qu'il amène. On va me dire, de la lumière et Trump, tu rêves. Non, il met les mots vrais. Quand il dit, on va forer, on va forer, on va forer, on a les poils qui se retournent, d'accord. Mais aujourd'hui, on a un langage qui fait un paquet cadeau, qui dit on ne devrait pas forer tout ça, et on n'arrête pas de forer. Au moins, lui, il dit je vais forer. Quand il dit je suis raciste, aujourd'hui, on a ah non, il faut protéger, mais on n'a pas le droit de dire qu'il y a un génocide. Donc, on favorise une vision seulement. Donc, en fait, il met les mots crus, violents, d'un monde qui est détestable. Mais heureusement, il permet à beaucoup de dire non. Et parce que le non existe, après qu'on s'énerve, qu'on dit je veux pas, on a le corps qui bouge. Pour une fois, malgré l'écran, il arrive cet homme à faire bouger le corps. Et quand on bouge le corps, on dit eh ben moi non, je passerai pas là-dessus. Et là, il réveille des résistants. Et c'est ça, quand on connaît que au bout de la lumière, il y a la nuit. Mais quand on voit la nuit, cherchez la lumière là où se trouve la nuit. Parce que la vie est une danse qui nous sculpte vraiment. Elle est bien plus intelligente que nous. Alors, qu'est-ce que je veux vivre? C'est ça la question. Qu'est-ce que Mm. je veux? Quel est mon désir de vie? Mon désir de vie, c'est de rester humain jusqu'au bout. Comme moi, je disais, je veux mourir vivant. Eh ben alors, si je veux rester vivant, là, il m'oblige à regarder les choses en face et à pas avoir le paquet cadeau qu'on me met pour faire la même chose. D'accord, donc ce que tu veux faire passer, c'est est-ce que, alors prenons l'exemple de Trump, il est tellement fou qu'il réveille les foules pour se révolter contre lui en fait. Ben, il est fou d'une côté, mais au moins, qu'est-ce qu'on aime chez Freud, j'allais dire chez Trump, qu'est-ce qu'on aime chez Trump? C'est qu'on a l'impression que dans toutes ces saloperies qu'il dit, dans tout ce qu'il dit, il est honnête, qu'il croit. Mm. Il croit que les femmes sont des poufiasses, il croit. Qu'il Bah faut ça, leur on peut pas taper lui le cul, retirer. il croit. Mais oui, mais c'est un homme qui vibre l'honnêteté d'un monde fou. Alors qu'on a des culs serrés qui nous parlent avec des jolis mots et qui font la même chose. Alors ça fait croire qu'on est en démocratie alors qu'on n'y est plus, que tous les médias passent par les mains de l'autre. Enfin, je veux dire, quand lui il dit allez, on va interdire ça, ça et ça, maintenant nous on le vit, mais on met ah non, c'est la démocratie. C'est ça qui est fabuleux, c'est que là, ce qu'il y a, c'est qu'on a l'impression qu'on est avec des gens malhonnêtes aujourd'hui dans le propos parce qu'il est complètement tellement haut de ce que l'on vit dans notre quotidien. Quand on entend parler, on se demande si on est sur le même monde, si on a la même planète, si on vit la Mm. même chose. On se dit, je sais pas, il y a un SDF, c'est un sans domicile fixe, hein. C'est pas un miséreux qui crève la dalle, c'est pas un gamin qui dort dans la rue et qui va se faire violer. Non, non, c'est un sans domicile fixe. Bon, enfin, quand on aura fini de mettre des mots comme ça, lui, tout d'un coup, il dit, attends, ceux qui arrivent pas à s'en sortir, ils crèvent dans la rue, et alors? Mais dans la réalité, c'est ce qu'on fait.
Mais lui, il le dit. Il te dit sans complexe, rien à foutre. Donc, c'est après, est-ce que ça permet quand même, le voile se déchire. Tu dis, qu'est-ce que tu fais, toi? Est-ce que toi, tu n'en as rien à foutre de celui qui est dans la rue? Parce que regarde, si je te dis sans D'accord. domicile fixe, eh ben, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que l'État doit s'occuper de ces gens-là. Et toi, tu passes direct. Alors que si je te dis rien à foutre, qu'ils crèvent s'ils veulent pas s'en sortir, tu dis putain, moi je peux pas accepter. Et là, tu vas tendre la main. C'est ça qui est assez D'accord. fou, c'est qu'il y a une prise de conscience dans l'horreur que l'on vit qui peut amener enfin les gens à bouger à leur niveau, pas changer le monde. Dans ma rue, comme je dis toujours, dans ma rue, dans ma rue. Qui dans ma rue a faim? Qui dans ma rue est sur le trottoir? Qui dans ma rue, comment va la boulangère? Comment va ça? Dans ma rue. Ok, ok. Et la deuxième question est, as-tu une recommandation culturelle, un livre, un film ou un documentaire, ou même une personne que tu voudrais glisser ici? Deux, documentaire. Deux, deux. Quatre, quatre documentaires qui se suivent, qui sont sur, bon, sur Léon Blum. Ah, S'il y avait mes assistantes là, elles seraient folles parce que je leur en mets plein la tête. Arte a fait 4 documentaires sur Léon Blum. d'accord. Et bon sang, un homme qui a été autant haï, qui a inventé les congés payés, mais qui s'est battu toute sa vie et qui a fini avec l'humanité encore en lui. Cet homme qui a eu la vision de la liberté des femmes et des hommes, qui a, qui a apporté tellement de choses, je trouve que ça, c'est ce documentaire. Moi, Léon Blum, ce documentaire, ça m'aide à m'accrocher. Je me dis, je veux vraiment être comme lui, je veux jusqu'au bout être humaine. Je veux vraiment ça, malgré tout ce qu'il a vécu. C'est merveilleux ce qu'il a amené. Et la seconde chose, ben, c'est l'agrophilosophie. Je crois que ça s'appelle comme ça, agrophilosophie, c'est ça. Et c'est d'un homme qui vit en Normandie maintenant. Alors j'ai adoré ce livre. C'est à lire vraiment sans modération et à le goûter. Je dirais ça se goûte parce que à travers la nature, il met la philosophie, la nature et l'évolution de nos sociétés. Et là où on est confronté maintenant. Mais c'est tellement, ça va dans le sol pour aller dans la tête. Donc on est dans le monde de Ève et évidemment ça me convient beaucoup. Ah oui, je comprends bien. Bah, de toute façon, je mettrai les liens dans la description du podcast et je mettrai aussi le lien de ton livre pour que ce soit plus simple à trouver pour les gens. Ghislaine, j'aimerais te laisser un espace pour ton actualité, si tu as des choses de prévues prochainement ou encore plus loin. N'hésite pas. Euh, ah ben non, enfin, ça c'est là, je suis pris dépourvu. Non, j'ai des activités, mais j'ai pas beaucoup de place. Là où il y a de la place, c'est dans ce que je fais au Canada, où c'est parce qu'on peut rejoindre le groupe en route, où ça s'appelle justement, puisqu'on en a parlé, quitter la meute et trouver la tribu en soi, où je le fais avec une Canadienne, et où c'est tous les 15 jours, pendant 2 heures, on fait un travail où ils ont vraiment, c'est un chemin initiatique qu'on peut prendre en cours. Et j'ai essayé de le faire et les vidéos sont là à vie, ce qui permet de le partager aussi parce que ce que j'aime bien, c'est que ce que je fais soit pas réservé. C'est pour ça que j'ai un principe qui est donner, hein, et puis transmettre, hein, et puis aussi collaborer. Et donner, bah, tous les matins, je fais ma vidéo. Transmettre, c'est les stages que je fais, qu'on peut voir sur mon site, mais bon, il y a souvent pas beaucoup de place. Et puis collaborer, c'est ce que je fais avec le Canada où ça permet de créer des initiations en virtuel où il y a le plus grand nombre qui peut venir. Et quand on ne peut pas, parce que des fois pour beaucoup, ces choses sont onéreuses, hein, et je trouve que de permettre d'avoir l'accès à vie, ben, on peut le faire à plusieurs, on peut l'offrir à un autre, et ça pour moi c'est important. Voilà. D'accord. Et quand on s'était contacté pour programmer l'interview, on avait parlé du moulin du hérisson, si je me trompe pas. Ah, le Non, cœur du hérisson, le cœur du hérisson, pardon, désolé. ça s'appelle Donc comme en ça. Normandie, c'est ça? C'est en Normandie, et alors là, c'est un lieu partagé, c'est-à-dire, que ce lieu, on l'a trouvé tellement beau et tellement fort, il a 3 bras de rivière entouré de forêts, donc on est à 1 heure et demie de Paris et c'est un lieu
était trop fort et on a décidé avec mon mari de le partager. Donc, les salles que j'avais créées, puis on a agrandi, pour mes stages et ben, ce sont des intervenants différents qui viennent et on a, ces 3 espaces pour, des intervenants, ce qui fait que ça reste toujours petit, au niveau on a 40 personnes s'ils prennent tout le centre, mais sinon c'est des groupes de 20, 15 ou 12 personnes et ça permet de en 20 ans, tous les gens qui sont passés, il y a eu des retraites, il y a eu de tout, hein, des chamans d'un peu de partout, mais il y a eu aussi, des professeurs de yoga et cetera. En 20 ans, l'énergie de ce lieu où on a fait la roue aujourd'hui, qui fait l'électricité, et ben, a changé parce que je trouve que ce travail avec, à nouveau des regards croisés puisque chacun y va. Quand on disait les mémoires Akashi ou il y en a d'autres qui font ça, chacun essaie de trouver le chemin de la lumière, qu'importe par où on passe, il y a 10 000 chemins pour arriver au sommet et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est tous ces chemins qui nourrissent cet endroit qui est merveilleux, je dois le dire et où j'ai la chance d'y vivre. Bon, bah, c'est merveilleux. Écoute, Ghislaine, il me reste plus qu'à te remercier pour le temps que tu m'as accordé, la confiance, parce que à l'époque où on enregistre, j'ai que 2 épisodes de sortie. C'est une chance pour moi de recevoir des personnes comme toi. J'espère que tous les auditeurs auront apprécié autant que j'ai apprécié l'enregistrement avec toi et voilà. OK. Eh ben, écoute, je te souhaite une belle continuation avec beaucoup de personnes qui viennent à tes interviews et que ta chaîne marche merveilleusement bien. Voilà, Bah, écoute, je te remercie du fond du cœur et je te dis à très bientôt. à très bientôt. Salut. Salut!